Dans ce podcast, replay, vidéo YouTube, il y aura des discussions passionnantes. Le constat que, par exemple, dans les luttes féministes, et notamment autour des questions de violences sexistes et sexuelles, il n'y avait pas de revendication par rapport à la situation des personnes handicapées, alors qu'on sait que c'est une catégorie les plus victimes de ces violences. Nous ne vivons pas dans un pays qui est capable d'accueillir cette loi et de la proposer dans de bonnes conditions. Du name dropping En plus, Michel Drucker, quoi. et des interruptions annuaires. Bon replay. Oh, bonjour tout le monde. Alors attendez, je suis nouvelle, donc je vais un peu tâtonner pour l'instant. Voilà. Et ça. Bonjour tout le monde. Non, c'est pas ça que je vais faire. Alors je ne sais pas combien vous êtes, mais merci d'être là. Je suis Avril et je vais vous... alors attendez, excusez-moi. On va commencer un live. En fait, ça va être un nouveau format de podcast. Oui, j'espère va être plus régulier, où je vais interviewer des personnes qui agissent dans la lutte antivalidiste. Des personnes qui agissent dans la lutte. C'est pas grave. Et donc, on va se voir régulièrement pour discuter avec des gens très intéressants. Et donc là, aujourd'hui, on a deux invités. Donc moi, je vais commencer par me présenter. Je suis Avril, et je suis une membre des Évalieuses. Et comme vous pouvez le constater, j'ai un peu de mal à parler des fois. Donc je vous demanderai d'avoir la gentillesse de me dire dans le chat qu'il faut que je répète, de me demander de répéter, d'être plus lente, plus claire. Vraiment, ça me fera plaisir de voir vos commentaires. Aussi, ce format de podcast qui est tout nouveau, on n'a pas de titre encore. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre des idées de titres de podcast, des idées de titres dans le chat. Et puis, quand il y aura le replay dans les commentaires YouTube, parce qu'on n'a pas d'idée pour le titre de ce podcast. Voilà. Du coup, on a donc deux invités, donc notamment une personne que j'ai rencontrée, moi, dans une visio pour les dévalideuses, parce qu'elle est elle-même membre des dévalideuses. C'était une visio pour préparer comment dire, le blocage de la station de métro Les Invalides. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'impressionnait beaucoup parce que j'étais très fan de son livre de Chair et de fer, que j'ai là, qui est très abîmé, qui est en un état piteux, mais j'en ai un deuxième que je prête à l'occasion. Et donc, j'étais très impressionnée, et aussi parce que je la connaissais depuis longtemps. C'était une des personnes qui m'a fait découvrir l'antivalidisme grâce à son blog, grâce à tous ses écrits. Et donc, j'ai pu la voir en visio, et j'ai découvert une personne très, très, très gentille, très drôle. Et donc, j'avais grand plaisir de la rencontrer. Et donc, cette personne, vous avez compris qui c'était. C'est bien sûr Charlotte Puiseux. Bonjour Charlotte. Comment ça va? Bonjour. Bah, ça va bien, merci beaucoup Avril pour tes mots, c'est très gentil. Moi aussi, je suis très contente de t'avoir rencontré et de tout ce qu'on fait ensemble depuis. Voilà, très contente d'être avec vous ce soir. Merci. Et donc, on a une deuxième invitée. Vous avez vu parce que c'est pas très mystérieux, hein, tout ça, hein. Vous voyez déjà tout ce qui se passe, hein. Et donc, ma deuxième invitée, c'est Chiara, que j'ai rencontrée, elle, pour le coup, pendant ce blocage aux Invalides, mais que je connaissais déjà parce que j'avais déjà vu sa chaîne Instagram qui s'appelle Compassion, et dans laquelle des personnes partagent des phrases, des choses qu'on leur a dites, qui sont totalement validistes, puisque c'est des phrases où, par exemple, des gens vont être très comment dire, vont être très maladroits, dire des choses absolument affreuses et parfois drôles, parfois totalement délirantes. Euh, et donc, ces chaînes se transformées après en un podcast qui est absolument génial. Donc, j'étais très frustrée parce que j'avais envie de faire un podcast aussi, mais donc je reprends. Et donc voilà, c'est pareil, j'ai rencontré donc une personne très gentille et très, très, très intéressante. Et donc je suis ravie d'avoir ici
Donc, Cara, c'est toi, Cara Khan, qui est donc journaliste, je n'ai pas dit journaliste aussi, donc qui a un podcast, qui a donc une chaîne Instagram, mais aussi un média qui s'appelle Compassion, et qui est de métier est journaliste. Comment ça va, Cara? Et ça, bah, ça va très bien. Et toi? Bien, merci. Est-ce que j'ai oublié des choses selon vous de vos présentations? Bah, je pense qu'on en parlera après, mais du coup, on travaille ensemble avec Charlotte. Hmm. Mais c'est un peu le sujet du talk. De toute façon, on aura l'occasion d'en discuter. Alors, bah oui, parce que je vous ai invité parce que vous avez sorti récemment un livre qui s'appelle Vivre, non, plutôt vivre. Euh, mais avant de parler de ça, je voulais vous demander, vous êtes toutes les deux vous avez toutes les deux des handicaps différents. Charlotte, il me semble que c'est de naissance, hein, ton handicap, on peut dire ça. Mhm. Oui, tout à Et fait. ouais, c'est ça. Et puis toi, Chiara, c'est plutôt un handicap acquis, il me semble, hein. Même si c'était acquis assez jeune, mais tu n'es pas né comme Ouais, ça. ouais, C'est ça. c'est ça. Mm. Et du coup, je voulais vous demander, à quel moment de votre vie vous avez réalisé ou assumé le fait d'être handicapé? Quand est-ce que vous êtes approprié ce mot? Bah, vas-y, Charlotte, si tu veux. Bah oui, du coup, là, je pense que on a un vécu différent vu que bah, moi, j'ai jamais été valide, du coup, puisque j'ai jamais, enfin, bah, typiquement, j'ai jamais marché, par exemple, qui est un peu le symbole de la validité. J'ai toujours été en fauteuil roulant, j'ai toujours eu besoin d'aide dans tous les gestes de la vie quotidienne. Donc, en fait, j'ai vraiment grandi comme ça. Voilà, j'ai découvert le monde de cette façon. Donc pour moi, en fait, c'était quelque chose de normal, cette fameuse normalité, vous voyez, qu'on questionne souvent beaucoup, mais au final, bah, quand on grandit d'une certaine façon, je pense que c'est cette façon-là à nous qui nous paraît normale, et au final, on commence à questionner cette normalité quand on voit chez d'autres personnes et qu'on commence à acquérir aussi des outils pour analyser les choses, le monde qui nous entoure, qu'on voit que bah, les personnes font différemment, et puis surtout, dans la question de la normalité, il y a le mot norme, et c'est-à-dire qu'on se rend compte que, en tout cas, en termes de normes dominantes, on ne correspond pas à cette norme dominante. Donc c'est à ce moment-là qui est un peu difficile pour moi à dater, hein, mais je dirais peut-être en fin d'enfance, adolescence, je sais pas trop, parce que ça s'est pas fait non plus d'un coup. C'est des bribes voilà, par moment où il y a comme ça cette anormalité du coup qui nous est renvoyée dans la figure, où la société nous fait comprendre qu'on n'est pas dans cette norme dominante. Donc ça peut se traduire par plein d'exemples au quotidien qui vont commencer à construire justement cette conscience que, on n'est pas dans la norme dominante et du coup, bah, qu'on est désigné comme handicapé, socialement parlant, on appartient à la catégorie de personnes handicapées. Mais voilà, c'est vraiment un chemin du coup qui se fait au long d'existence et aussi au long de notre capacité à acquérir ou pas certains outils, certaines compréhensions. Voilà, quand on est enfant, forcément, on s'intéresse pas toujours à, voilà, à des concepts philosophiques. À 5 ans, je m'intéressais pas à la question du retournement du stigmate. Donc, il y a aussi, voilà, après, le fait d'acquérir des outils, de faire des recherches, de côtoyer d'autres personnes qui ont des expériences certes différentes, mais avec beaucoup de similarités aussi. Et ça, je pense qu'on y reviendra, la question de construire des identités collectives, c'est essentiel. Et voilà, on acquiert du coup des connaissances, des compréhensions du monde. Et oui, bah, on comprend qu'on est identifié comme handicapé. On comprend ensuite qu'on est aussi ciblé par un système qui s'appelle le validisme. Mais voilà, tout ça, c'est un long chemin. Merci beaucoup pour ce passage. Et du coup, Cara, et toi? En fait, je me souviens plus comment était tournée la question, si c'était... Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais handicapé? Comment tu t'es approprié? Ouais, parce qu'il y avait, il y avait un peu la notion d'appropriation, parce que je pense que, en fait, bah, tout dépend ce qu'on met derrière le mot handicap. Et je pense que c'est aussi là que se pose cette question, parce que
En vérité, moi, j'ai eu un accident de la route donc, quand j'avais 10 ans. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que j'ai un handicap acquis, même s'il a été acquis assez jeune, comme tu l'as dit. Et bon, bah, je crois que très rapidement, j'ai compris que voilà, je marcherais plus, que ça faisait moi une personne handicapée. En plus, je rentrais dans une catégorie d'un type de handicap voilà, que tout le monde connaissait, avec une paralysie, un fauteuil roulant. Ça a été assez. Enfin, je l'ai compris assez tôt. Non pas que ça a été simple, mais disons que du moins l'impact médical, tout ce que ça pouvait recouvrir d'un point de vue pratico-pratique. Je l'ai compris, j'ai fait ma rééducation, etc. J'ai réappris à vivre avec vraiment en 1 ou 2 ans parce que j'étais jeune et que donc ça allait assez vite. Moi, j'ai été placée en institution pour mon collège, dans un EREA, donc un établissement régional d'enseignement adapté, qui s'appelle Toulouse-Lautrec, que maintenant beaucoup de personnes connaissent grâce à la série TF1. Voilà, que j'ai pas particulièrement apprécié, mais bon, en tout cas, qui a existé. Et je pense que le moment où peut-être que j'ai compris que j'appartenais à un groupe de population stigmatisé, c'était quand je suis sortie de cette institution et que je suis retournée en milieu ordinaire pour le lycée. Et que là, j'ai été la cible de diverses discriminations et que je me suis vraiment rendu compte que je ne faisais pas partie du groupe, en fait. Euh, et euh, et qu'il y avait un problème qui allait bien au-delà juste du fait que je ne pouvais pas prendre les escaliers, que je ne pouvais pas aller, je sais pas, dans n'importe quelle salle de classe, etc. Et il y avait quelque chose d'autre de très latent et sur lequel j'ai mis des années à mettre des mots. Parce que moi, je n'ai découvert le terme validisme qu'en 2020, pendant le confinement euh, qui, euh, qui est une période en plus où j'ai pu prendre du temps pour moi, où j'ai eu le droit d'aller à mon rythme et de faire une pause sans me sentir coupable. Et voilà, ça m'a permis de l'introspection et aussi de lire des ouvrages, de découvrir des autrices dont Charlotte. Et en fait, c'est là que j'ai compris que tout ça c'était du validisme et je pense que j'ai compris ce que recouvrait la notion de handicap. Et voilà, bon, je pense que voilà, pareil que Charlotte, on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais et c'est un mot que petit à petit j'ai appris à apprécier, que je me suis réapproprié. C'est une définition voilà, que j'ai choisie aussi. Il y a d'autres termes aussi qu'on utilise que le mot handicap, mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est une identité dont je pense pouvoir dire que je suis fière. C'est un long chemin. D'accord, merci. Effectivement, on n'a pas défini le validisme précisément, mais est-ce que vous voulez donner une définition précise du validisme? Pas précise, une définition à vous du validisme. Je vois que le Hmm. sous-titre dit paludisme. Je dis bien validisme. Paludisme. Je sais Validisme. pas, je connais pas cette J'ai redit, mais paludisme. voilà, c'est bon. Il a eu. Bah après, Euh, ouais, le validisme, c'est moi, quand je le définis en une phrase, je dis c'est le système de domination déjà que vivent, du coup, subissent les personnes handicapées et qui, du coup, hiérarchise les vies, en fait, entre deux catégories de personnes, à savoir les personnes handicapées et les personnes valides. Euh, Quand je rentre un peu plus en détail, voilà, j'ai dit que le validisme, il a deux phases, on va dire. Il a une phase de catégorisation, du coup, comme je disais, le fait de construire des catégories, donc à savoir celle de personnes handicapées, celle de personnes valides. Donc ça va être vraiment utilisé, enfin, ça va être construit par des tests, des choses qu'on connaît toutes et tous, des tests de motricité, des tests psychiques, des tests intellectuels, enfin tout ce qu'on peut imaginer, qu'on connaît en fait, hein, qui vont servir comme ça à donner au corps, aux esprits, à l'intellect des notes en fait. Et du coup, selon les résultats obtenus à ces fameux tests, donc, qui relèvent de la sphère médicale, on parlera peut-être de l'importance de la sphère médicale dans tout ça, mais voilà, on classe les individus. Et après, le cœur du validisme, pour moi, c'est vraiment la suite. C'est à savoir qu'à partir de ce classement, on établit une hiérarchisation.
Et vraiment, l'idée, c'est que la vie des personnes handicapées a moins de valeur que celle des personnes valides. Ça, je pense que c'est le cœur du validisme, si on doit le résumer en un mot. C'est vraiment cette idée de hiérarchisation qui se décline dans tellement d'exemples, voilà, qu'on reprendra sûrement, mais vraiment avec cette idée que notre vie a moins de valeur, voire ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est un peu à partir de ce constat, enfin de cette idée que était né notre livre et le titre de notre livre avec Chiara, voilà, comme on l'a déjà expliqué, vient de cette idée tellement répandue dans la société que plutôt mourir que d'être handicapé, et que du coup on a voulu prendre le contre-pied de cette phrase et qu'on a appelé notre livre plutôt Vivre. Voilà. Tout à fait, on va parler plus tard de ce livre. Mais d'abord, comment vous vous connaissez toutes les deux? Et comment vous avez Euh, vu l'envie de travailler ensemble? ben, je pense que j'ai connu Charlotte avant que Charlotte ne me connaisse, étant donné qu'elle avait déjà fait des publications et des travaux sur justement ce fameux validisme, qui d'ailleurs s'appelle aussi capacitisme, pour en revenir à justement cette hiérarchie des vies au regard des capacités des corps. Euh, et, euh, et donc voilà, comme je le disais précédemment, moi j'avais déjà lu son livre. Enfin, je l'ai lu. En fait, le premier que j'ai lu, c'était Elisa Rojas, qui était un peu le plus mainstream quand il est sorti, qui a beaucoup fait parler de lui. Puis j'ai découvert Charlotte. Mister T et moi? C'était le livre Mister T et moi? Livre Ouais, Mister Mister T. T et moi. Ouais, ouais, ouais. Et puis j'ai découvert Charlotte avec De Chair et de Fer. Et ensuite, je suis allée la voir à une conférence euh, au Carreau du Temple, organisée par Lorraine Bastide, où tu étais sur scène. Voilà, Charlotte était sur scène et elle parlait notamment de son bouquin, de la lutte antivalidiste, etc. Et, euh, et après ça, j'essaie de remonter. Oui, et après ça, on a été présenté par un influenceur. Je crois que Charlotte, tu cherchais des personnes justement pour vulgariser un peu ton propos, pour le diffuser aussi sur d'autres médiums que le bouquin, etc. Parce que mine de rien, ça reste des sujets qui étaient encore considérés comme très niche et donc peut-être un peu de difficulté à faire de la communication dessus. Et c'est comme ça en fait qu'on a été mis en contact parce que moi j'avais déjà ouvert le compte Instagram de Compassion. Et, euh, et voilà, bon, j'avais déjà très envie de faire tout plein de choses avec ce sujet parce que ben, j'avais vraiment l'impression d'avoir enfin mis des mots sur des choses que je ressentais depuis très longtemps. Euh, et euh, et c'est bien tombé, je dirais. On va dire que moi, enfin, voilà, j'avais des compétences que notamment voilà, en com, journalisme, etc., que Charlotte avait pas. Et Charlotte avait tout plein de choses à partager. Donc c'est ça. Et puis c'est super parce que du coup, d'avoir pu mixer ces témoignages de compassion avec, avec tout le propos du livre, donc ça fait vraiment une mise en abîme, une illustration des différents problèmes qui sont pointés dans le livre, je trouve. Bah, le but, c'était aussi d'avoir une approche aussi un peu terrain et de montrer dans le réel les conséquences de ce validisme parce que c'était hyper important voilà, de le théoriser, de le nommer, de le nommer, de revenir sur l'histoire des luttes, etc. Mais c'était aussi très important pour nous de faire un état des lieux de comment est-ce qu'aujourd'hui on peut le voir absolument partout. Mm, tout à Et, fait. euh, et pour ce faire, c'est vrai que comme à la base sur Compassion, j'avais ouvert un Google Doc avec lequel je recueillais des témoignages de personnes concernées. J'avais vraiment, enfin, en 2 ans, en fait, j'ai reçu une déferlante de témoignages. Enfin, c'était presque un outil, devenu un outil statistique, quoi. Enfin, dommage que j'ai pas demandé plus d'informations sur les personnes qui témoignaient. Mais en tout cas, j'avais quand même un beau panel de phrases et notamment certaines qui revenaient très fréquemment, y compris ce fameux plutôt mourir, voire à ta place, je me suiciderais. Enfin bref, malheureusement, on les connaît tous et Mm. toutes très bien. Et donc, on s'est dit on a fait nos sélections ensemble. En fait, Charlotte, je me souviens, on regardait un peu les phrases qui avaient été partagées sur Compassion et on se demandait lesquelles illustraient le mieux nos parties, en fait. Et, euh, et voilà, ça nous donnait à la fois une porte d'entrée vers les notions, mais aussi une manière de les illustrer par la suite.
Donc, je sais plus. Je crois que parmi les principales, il y avait notamment, il y a la notion d'être une charge aussi pour la société. Donc, il y a tout ce côté, voilà, vous, de toute façon, vous vivez sur les aides, etc. Il y a aussi sur les normes de beauté. Je pense qu'on en avait pris une. Mm. Voilà, tu serais plus belle si tu étais valide, quoi. Donc, euh, donc, on a essayé de prendre celle qui cristallisait au mieux les grands enjeux de la lutte. Et c'est très bien fait, c'est très bien réussi. Donc oui, vous avez publié un livre qui s'appelle Plutôt vivre, comprendre le validisme et valoriser la culture RIP. J'ai mal parlé. Je vais recommencer. Plutôt vivre, comprendre le validisme et valoriser la culture RIP. Et du coup, donc plutôt vivre, on a compris pourquoi plutôt vivre, même si vous n'avez peut-être pas dit que c'était une référence à un mot dit par qui d'ailleurs. Dites-moi, racontez-moi. Par Michel Drucker. Parce Oh, qu'en fait, c'est vraiment le truc. On s'est dit, cette phrase, on l'a tellement toutes et tous entendue. On va la taper sur c'est Internet pour plutôt voir mourir. Pour le coup, ce Monsieur qui Drucker, c'est ressort. plutôt mourir. Voilà, plutôt mourir que d'être handicapé. Et la première chose qui est apparue, c'est quand même ce magnifique interview de Michel Drucker. Et, et franchement, quand on a vu ça, on s'est dit quand même, en plus Michel Drucker, quoi, qui a animé pendant des années le fameux Téléthon, Hmm. on s'est dit, bah apparemment, lui a pas trop réussi d'animer le Téléthon. Donc on s'est dit, c'est vraiment un cadeau comme phrase, il faut absolument qu'on en fasse quelque chose. C'est et c'est très comment dire, c'est très pertinent et en plus de ça, c'est encore plus pertinent actuellement avec la loi fin de vie. On va en parler plus tard, mais aussi dans le titre, il y a aussi culture RIP. Est-ce que Charlotte, je te demande à toi parce que tu es spécialiste, tu peux nous parler de la culture RIP? Oui, alors, oui, bah, la culture creep, c'est un mouvement en fait qui s'inscrit un peu enfin, qui s'inscrit dans la suite des mouvements antivalidistes de la première génération, on va dire, qui a pu avoir lieu dans les années 60-70, beaucoup dans le monde anglo-saxon, même si après il y a eu des choses en France aussi. Hein. Faut pas non plus voilà, dire que tout s'est passé ailleurs. Dans les années 70, en France, il y a eu notamment les handicapés méchants qui ont été quand même vraiment pionnières sur ces questions-là et qui sont des grandes oubliées un peu enfin qu'on essaie de réhabiliter, mais qui ont été un peu les grandes oubliées de l'histoire des luttes antivalidistes et de l'histoire du handicap, puisque du coup on parle pas vraiment en France de lutte antivalidiste encore de façon mainstream, on parle plutôt voilà, de l'histoire du handicap. Mais justement, les handicapés méchants, eux et elles, s'inscrivent plus dans une vision anticapitaliste, antivalidiste, vraiment hyper intéressante. Mais du coup, dans le monde anglo-saxon, c'est vrai ça a eu une autre échelle, ça a été beaucoup plus massif, et notamment avec le premier mouvement, bon, voilà, pour les droits civiques et des personnes handicapées qui s'inscrit du coup dans la lignée des mouvements sociaux de l'époque, notamment la question voilà, des droits civiques pour les personnes racisées, mais aussi du féminisme, enfin de tous ces mouvements qui émergent à cette période et dont les personnes handicapées vont s'inspirer pour réclamer aussi des droits civiques et aussi proposer un nouveau modèle qui s'appelle le modèle social du handicap qui va à l'encontre du modèle médical du handicap. Donc voilà, l'idée de penser le handicap comme construit socialement, comme le fruit d'un environnement inadapté, à l'inverse du modèle médical qui analyse le handicap comme le fruit d'une défaillance individuelle, qu'elle soit physique, psychique, voilà, mais individuelle en tout cas. Donc à partir de ça, de tous ces apports-là, va ensuite se rajouter les apports du mouvement queer notamment, mais aussi voilà, du mouvement sur l'intersectionnalité, du féminisme, comme je le disais. Et on va voir autour des années 2000 une émergence du coup d'un nouveau mouvement qui va s'appeler le mouvement CRIP et qui va donc être porté par des personnes handicapées, hein, forcément, mais pas que qui vont aussi être racisés, sexisés, queer, et qui vont du coup vraiment s'intéresser au croisement du coup de l'oppression validiste avec d'autres formes d'oppression parce que comme on l'a pu constater ailleurs ce premier mouvement pour les droits civiques il a été quand même beaucoup tenu par des hommes blancs cis donc il y avait un réel besoin de réfléchir au croisement des oppressions avec d'autres oppressions
du coup, du validisme avec d'autres oppressions. Et c'est vrai que la théorie queer, elle va amener beaucoup dans le mouvement CRIP parce qu'on va vraiment pouvoir, en fait, réutiliser des notions queer et les repenser à la lumière du validisme et des vécus des personnes handicapées. Donc, moi, c'est vrai que je me suis intéressée à 4 notions, mais il y en a sûrement plein d'autres. Il y a un travail immense à faire. Mais en tout cas, moi, j'avais réfléchi à la question qu'on a déjà évoquée de retournement du stigmate, la question de l'idéal régulateur. Donc, l'idéal régulateur dans le champ queer, c'est l'hétéronormativité, mais voilà, je pense que c'est assez facile de voir comment on peut comprendre que la validité, voilà, devient un idéal régulateur au sens où ça veut dire, en fait, quand on parle d'idéal régulateur, que c'est une notion, une idéologie même, qui est attendue de tous les individus qui naissent. Un enfant qui naît va être attendu comme valide, forcément. Il y aura comme on l'a dit, une grille de capacités qui, elle, doit acquérir en fonction de tel âge, etc. Et surtout, on parle d'idéal parce que c'est le seul gage d'une vie heureuse. C'est-à-dire que la validité, sans validité, point de salut, quoi. Donc c'est vraiment le gage du bonheur, hein, ce qui est totalement faux, hein, mais c'est ce que présente la notion d'idéal régulateur, d'expliquer justement en quoi la validité est présentée comme quelque chose de, oui, qui permettra d'accéder au bonheur et qu'il faut justement déconstruire à l'image de ce qui a été fait dans le queer avec l'hétéronormativité. Ensuite, il y a d'autres notions comme la performativité aussi, qui est très intéressante à comprendre dans l'analyse du handicap, et notamment à travers la question du handicap invisible, parce que voilà, c'est la question de qu'est-ce qu'on attend en fait socialement, qu'est-ce que la société attend d'une personne handicapée, comment elle doit se présenter socialement pour correspondre à l'image attendue d'une personne handicapée. Et on voit clairement que là, on va plutôt s'imaginer une personne en fauteuil, ou avec une canne, mais on va pas imaginer une personne debout, voilà, qui pourrait passer pour valide. Et donc, se pose la question de justement comment ces personnes qui ont des handicaps invisibles, euh, qui ont des réelles difficultés dans leur quotidien, peuvent intégrer la catégorie des personnes handicapées, mais pas juste sur le papier, parce que des fois elles le sont déjà sur le papier, mais vraiment plus généralement dans la tête des gens. Comment voilà, faire comprendre aux gens qu'une personne handicapée, c'est pas forcément justement une personne en fauteuil ou avec une canne blanche. Donc voilà, la performativité qui était beaucoup utilisée dans le queer sur la question des genres, elle est aussi hyper utile sur la question du handicap et de la validité. Et puis la question de la déconstruction des binarismes, après j'arrête là, c'est mon cours de philo, mais du coup, la déconstruction des binarismes, évidemment, alors, dans le queer, vous voyez bien de quoi on parle, hein, de l'opposition, enfin de la déconstruction de l'opposition frontale entre ce qui serait masculin, féminin, voilà. Et on reprend un peu on reprend cette idée et on fait le même travail autour du handicap et de la validité pour comprendre justement que le handicap et la validité, ils peuvent se trouver un peu partout, à des échelles différentes, mais que voilà, c'est pas des identités opposables en fait. C'est vraiment des identités qui se construisent l'une avec l'autre et qui sont à penser de façon conjointe. Voilà, du coup, le CRIP un peu. C'est passionnant. C'est passionnant, vraiment, on peut écouter des heures comme ça. C'est Je hyper pourrais parler intéressant. des heures aussi, donc il faut m'arrêter des fois. Non, t'arrêtes pas. T'arrêtes pas. Jamais. Et en tout cas, ce livre, il est vraiment, pour moi, un livre de référence sur le validisme et l'antivalidisme. C'est très complet, c'est sourcé. Il y a des références pop, de la pop culture. Donc c'est génial. Franchement, là, achetez-le. Là, dans le chat, achetez-le. Achetez ce livre, ou lisez-le, ou l'empruntez-le à la bibliothèque. Et vraiment, j'invite tout le monde à lire ce livre. C'est passionnant et c'est très bien écrit et c'est très facile à lire et très intéressant, très complet. C'est vraiment une base de notre militantisme, je pense. Et du coup, on parlait du titre Plutôt vivre, qui fait donc référence à c'est une réponse en fait aux gens qui disent plutôt mourir, qui est handicapé. Et il se trouve qu'en ce moment, il y a une loi qui va être votée sur
la loi fin de vie, donc sur la possibilité d'avoir accès à l'euthanasie et, aussi d'assister quand on est malade. Et donc, si on est malade, on est souvent handicapé. Hein. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez de cette loi. Regarde tout ce que vous m'avez dit jusqu'à présent. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense? Ben, déjà, c'est intéressant de savoir où en est cette loi aujourd'hui, parce que donc elle était passée à l'Assemblée l'année dernière. D'ailleurs, au moment où nous, on publiait le livre, il faut savoir qu'à la base, euh, Plutôt vivre, c'était vraiment le pied de nez de Plutôt mourir pour prendre la citation de Michel Drucker. On savait très bien que la France était en train de débattre la loi fin de vie, mais on n'avait pas écrit non plus le livre autour de cette loi. Et en fait, quand il s'agissait de clôturer le manuscrit pour le publier, ben, il se trouve que c'est au moment où justement cette loi est passée à l'Assemblée. Je crois même que c'était l'entre-deux, entre les deux votes. Euh, de l'Assemblée et il se trouve que c'est une loi qui présente des dérives validistes importantes. Euh, Comment dire, pour résumer grossièrement, en plus c'est des sujets qui ont beaucoup été traités par les dévalideuses, je pense, mais juste la loi telle qu'elle était présentée à ce moment-là, le cadre n'était pas suffisamment strict en fait pour s'assurer que des personnes avec des handicaps qui n'étaient pas forcément en situation de fin de vie, mais qui simplement avaient un pronostic vital qui était engagé, euh, seraient potentiellement éligibles à cette loi. Et au vu des conditions de vie des personnes en situation de handicap aujourd'hui en France, comme on les détaille d'ailleurs bien dans la première partie de l'ouvrage qui fait un état des lieux même de la loi de 2005, etc., de chiffres sur l'accès au logement, l'accessibilité des lieux publics, etc., on se rend bien compte que il est totalement envisageable aujourd'hui pour une personne handicapée en France de penser, ou d'avoir des idées noires ou potentiellement de penser à la mort parce qu'elle n'a pas accès aux mêmes droits, à une vie digne. Et donc, on trouvait, je pense que la position anti-validiste, qui n'est pas d'ailleurs que la nôtre, mais qui est celle de tous les collectifs confondus, qui ont d'ailleurs fondé un front anti-validiste de gauche pour s'insurger contre ce vote, expose vraiment le fait que nous ne vivons pas dans un pays qui est capable d'accueillir cette loi et de la proposer dans de bonnes conditions. Et qu'il s'agirait d'abord de permettre à tous et toutes de vivre dans une société égalitaire avant de potentiellement se débarrasser aussi des plus vulnérables, parce qu'il y a aussi toute une question budgétaire. On a quand même l'impression que ça coûte beaucoup moins cher de proposer un recours à l'euthanasie que de proposer, voilà, d'aménager les espaces. Et, euh, moi, j'ajouterais, donc ensuite, là, maintenant, cette loi, elle est passée au Sénat en début d'année. Elle n'a pas été validée telle qu'elle. Elle a été réécrite. C'est pourquoi elle doit retourner maintenant à l'Assemblée. Elle a été réécrite pour ajouter notamment la notion d'exception. Donc, réellement, pour pas vraiment véritablement changer de paradigme, mais pour qu'elle s'applique uniquement dans certaines circonstances, pour que le cadre, bah, justement, redevienne un peu plus rigide. Mais de toute façon, elle va retourner à l'Assemblée, elle va être à nouveau modifiée, etc. Donc on ne sait pas encore exactement ce qui va se passer. Et ben, plus récemment, j'ai écrit un article pour Politis à ce sujet qui donnait la parole à des personnes directement concernées, notamment du coup plusieurs personnes handicapées. Et globalement, de toute façon, sur le terrain, pareil, enfin, les gens ont peur en fait de la mise en application de cette loi. Et même les personnes concernées qui sont pour cette loi, parce qu'elles elles-mêmes aimeraient y avoir recours, expliquent très clairement les raisons pour lesquelles elles veulent y avoir recours et expliquent que c'est parce que de toute façon, elles vivent dans des conditions qui sont insurmontables, en fait, insupportables. Euh, et donc, on comprend tout de suite que là, encore une fois, on se retrouve dans des dérives validistes. Et il y a un documentaire qui vient de sortir qui s'appelle Better of Dead, d'une activiste britannique qui, elle, est allée au Canada, dans un pays où une loi similaire a été votée en 2017 et qui interroge du coup différentes
différents acteurs et actrices dans ce pays, comme voilà, il y a notamment une médecin comment dire, enfin, pas qui donne la mort, enfin qui accompagne à la mort, qui s'occupe voilà, d'appliquer ce dispositif dans les hôpitaux. Il y a des personnes qui ont eu recours, des familles enfin, qui voudraient y avoir recours, des familles de personnes qui ont eu recours, etc., qui témoignent et on constate que en 2025, je crois que le documentaire est sorti en 2024, en tout cas en 2024-2025, le dispositif tel qu'il avait été présenté à la base dans un pays comme le Canada, qui était extrêmement strict, voire même plus strict que ce qui est proposé en France. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu la porte ouverte à énormément de types de handicaps différents, fin de vie, pas fin de vie, pronostic engagé ou non, que les recours, dans certains cas de figure, on peut littéralement demander une euthanasie en 48 heures, avoir un rendez-vous et 24 heures plus tard, aller à l'hôpital et pouvoir se donner la mort. Donc, ça Surtout peut que ces délais être... sont très courts comparé aux délais pour avoir accès au, aux soins palliatifs, avoir accès un centre antidouleur, avoir accès à différents types de soins. Et là, par contre, le délai pour avoir accès à la mort, c'est rapide. Et surtout que qui n'est pas journaliste, en fait, c'est une comédienne britannique, explique aussi qu'au Royaume-Uni, l'accès aux soins palliatifs, c'est même pas la même chose qu'en France. Donc, enfin, la mise en application de la loi dans son pays, euh, c'était encore un autre sujet, quoi. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, je recommande ce documentaire, je trouve vraiment qui résume extrêmement bien toutes les craintes vis-à-vis de cette loi. Et nous, on en a parlé dans l'introduction, parce que comment sortir un livre avec un titre pareil en cette période sans évidemment faire un rappel des inquiétudes vis-à-vis de cette loi. Cette loi. Après, c'est important aussi de dire que le livre ne parle pas spécifiquement de la loi fin de vie, mais que évidemment aujourd'hui c'est un des sujets principaux sur lesquels les activistes, les penseuses s'attaquent en France, quoi. Et après, ce qui est aussi particulièrement alarmant, c'est quand même de voir aussi comment les politiques de gauche se sont saisis de la question de l'accompagnement de la fin de vie, là, enfin de la loi fin de vie, alors que quand on les alerte sur justement ce qui se passe dans les MDPH, ce qui se passe dans les institutions spécialisées, ce qui se passe pour les soins palliatifs, enfin, il y a quasiment personne. Sur la question des MDPH, voilà, nous, des valideuses, on a fait une grande enquête, enfin aidée par Mediapart du coup, mais qui a fait l'enquête, mais on a été à la base de cette enquête. On a reçu des témoignages, mais d'une violence absolue, de privation de droits, enfin totalement impensable et de façon massive quand même. Donc il y a un vrai scandale, par exemple, au sein des MDPH sur justement une privation de droits pour les personnes handicapées. Et aucune personnalité politique ne s'inquiète de ça. Parce que bon, on parle quand même d'instances départementales où il y a quand même justement toute des personnalités politiques qui gravitent autour. Donc elles sont pas, voilà, elles sont censées savoir un minimum ce qui se passe chez elles, je pense. Et en fait, non, enfin, soit elles le savent et elles s'en fichent, ouais, peut-être ça, hein. Soit elles le savent pas, je sais pas. Mais en tout cas, elles ne prennent aucune position publique pour dénoncer ce qui se passe dans les MDPH, qui pour moi est vraiment une des phases, voilà, recto verso de ces questions de proposition de la fin de vie, parce qu'en fait, on est dans un cercle où, évidemment, si on n'a pas accès aux droits, si on se retrouve seul chez soi, sans pouvoir avoir de l'aide pour ses besoins vitaux, alors déjà, dans un premier temps, je pense qu'on va être envoyé en institution, parce qu'on n'aura pas le choix, en fait. On nous fera croire que c'est la seule solution envisageable, alors que c'est juste qu'on ne nous a pas donné les moyens de vivre chez nous. Et une fois qu'on est en institution, qu'est-ce qui se passe? Les institutions ne sont pas connues pour être des lieux particulièrement joyeux et où on a super la pêche et super envie de vivre. Donc en fait, tout est programmé pour que psychologiquement on s'effondre et que du coup on ait en effet comme solution d'avoir recours à la fin de vie, quoi, au suicide assisté. Donc en fait, c'est vraiment
un système qui est bien rodé et sur lesquels les politiques de gauche qui sont quand même censés bah, s'indigner de choses comme ça, à défaut de pouvoir vraiment changer les choses, mais au moins de les dénoncer, ne font rien en fait. Et par contre, votent pour la proposition de la fin de vie, quoi. Donc c'est d'autant plus inquiétant, je trouve, ce positionnement politique, notamment à gauche. Mm. Oui, C'est c'est ça. Et difficile de. Ah, vas-y, vas-y. non, mais juste pour revenir même, parce que je trouve que c'est bien d'avoir des exemples concrets et marquants, enfin c'est un peu comme les citations, mais de se rendre compte que c'est ce qui arrive aujourd'hui à des personnes en France. Parmi les personnes qui ont témoigné pour l'article de Politis qu'on a partagé pendant les débats au Sénat, il y avait littéralement une jeune femme d'à peu près mon âge qui aujourd'hui est dans l'institution alors qu'elle avait demandé à être placée dans une UEL, je ne sais pas si j'ai le bon acronyme, mais en tout cas qui sont des logements qui sont, où tu peux avoir une certaine autonomie, etc., mais où tu as quand même un accompagnement avec des aides-soignantes, etc., où tu vis dans des immeubles un peu avec d'autres personnes qui ont besoin d'aide. Et je crois que c'est USL, je suis désolée, je me trompe d'acronyme. Et en fait, elle n'a pas pu être logée. On l'a envoyée en institution. Elle expliquait que ben, parfois, il y avait des jours où on ne la levait même pas pour la mettre sur son fauteuil, que parfois, on la lavait pas, que le peu de fois où elle a essayé de se rebeller ou d'expliquer à la directrice qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, etc., elle a reçu des menaces. Et que si demain la loi était votée, elle irait. Parce que enfin, la manière dont elle vit aujourd'hui, c'était, voilà, bref, Inhumain. ça pour elle. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui, actuellement. Cette personne, elle existe, elle a témoigné, et voilà, enfin, il faut se rendre compte, quoi. Alors, juste parce que je vois que des personnes dans le chat ont demandé pour le documentaire dont tu parlais. Donc, Better of Dead, c'est un documentaire très, très intéressant et il est disponible sur YouTube avec sous-titré en français. C'est Il le est, collectif, c'est le clé qui c'est le clé l'ont qu'il a mis, effectivement. créé. Et la comédienne s'appelle Liv Carrère. Ouais. Et vraiment, je vous invite à le regarder. C'est très, très intéressant. Enfin, c'est très bien. C'est éloquent. C'est vraiment. Ça dit tout ce qu'on y a à dire sur le sujet. On se rend compte à quel point cette loi est un risque énorme pour nous. Et même la dérive autoritaire et le pouvoir que ça met dans les mains des Bien sûr, médecins. Enfin, je trouve qu'il y a aussi des choses qui ne sont pas dites directement bien dans ce sûr. documentaire, mais qui se ressentent. Enfin, c'est vraiment Oui, bien sûr. un. Mm. C'est, C'est je pense effrayant. qu'il faudrait le montrer dès Ouais, qu'on tout à parle de fait. cette loi. Et aussi, dans votre livre, vous parlez du capitalisme. D'ailleurs, ça pourrait aussi avoir un lien avec cette loi fin de vie, d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu en quoi euh, ce capitalisme est un vecteur de validisme? Mm. Bah, c'est un peu, je pense, Charlotte, tu le reprendras certainement, mais c'est un peu, enfin, c'est de toute manière directement en lien avec la hiérarchie des vies dont parlait Charlotte précédemment. Et nous, pour parler de capitalisme, on s'est quand même servi de Nos existences en dit de Zig Blanquer, qui est donc un activiste qu'on connaît, qui a publié ce livre en 2010, il me semble, qui a énoncé un triptyque qui était le triptyque de produire, consommer et se reproduire et qui était un peu pour lui le triptyque capitaliste ultime, et un peu, disons, ce que la société capitaliste attend des corps, qui sont également considérés comme des produits. Et en fait, là était d'établir le fait que justement, quand on parle de hiérarchie des capacités, on parle aussi du fait que les corps handis sont souvent des corps qui ne peuvent pas répondre à ce triptyque. Peut-être certains corps ne peuvent pas répondre à l'un des points du triptyque, certains ne peuvent pas du tout, d'autres y répondront mais de manière différente, etc. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est pas, les corps ne sont pas efficients comme les corps dits valides et que de fait, dans la société capitaliste, qui est vraiment le terreau fertile au validisme, ils ne peuvent pas être considérés comme le reste des corps. Et là, si tu veux, Charlotte, je te laisse compléter. Mais après, ce que je pense qui est important de comprendre, c'est que le capitalisme, de toute façon, ce qu'il exige sur les corps, les esprits, n'est bon pour personne, même pour les personnes Oui, valides, en fait. Donc, il y a, parce que, voilà, je sais que des fois, on peut entendre aussi des personnes en dit avoir le désir, justement, de se rapprocher de cette exigence capitaliste. Nous, on estime
que ce capitalisme, de toute façon, en soi, il est bon pour personne et que c'est un modèle de société qu'on veut pas, en fait. Parce que on voit aussi qu'il abîme les corps, les esprits, qu'il les pousse à leurs limites, voire plus loin des fois, ce qui amène à des vécus assez catastrophiques. Euh, donc en fait, le capitalisme, il est délétère pour tout le monde, pour les personnes valides comme pour les personnes handicapées. Mais après, forcément, comme le dit Chiara, les personnes handicapées vont subir de plein fouet cette, le fait de ne pas correspondre à ces critères. Et du coup, de ne pas pour voilà, s'y conformer d'emblée, ils vont se voir exclus de la vie sociale, en fait, parce que le capitalisme, il y a bien sûr la question du travail qui est essentielle, mais il n'y a pas que ça. Au final, on consomme voilà, tout un tas de choses. On consomme du loisir, on consomme des relations, on consomme dans notre société capitaliste, la consommation, c'est quelque chose qui a énormément de place. Donc en fait, forcément, en étant en situation de handicap, eh ben, on se retrouve en décalage par rapport à ce qui est attendu, ce que la société veut nous imposer. Mais encore une fois, je pense que toutes ces réflexions qui sont bien sûr d'une urgence pour nous et qui proviennent du coup de nos expériences en vie, elles sont vraiment utiles pour l'ensemble de la société et repenser, enfin, voilà, à comment abolir le capitalisme. Je pense que c'est utile, voire vital pour tout le monde, en fait, que de repenser nos rapports aussi à la nature. Voilà, ça touche aux questions écologiques aussi. Voilà, il y a tellement de choses qui, qui, qui sont impactées par ces modes de vie capitalistes que je pense que ça devient urgent de penser d'autres modèles de société. Pour nous, évidemment, en premier lieu, mais pas que. Effectivement, dans votre livre, vous abordez beaucoup de sujets et notamment, vous montrez à quel point il y a une véritable convergence de luttes qui est possible, que beaucoup de luttes actuelles sont aussi des luttes antivalitistes d'une certaine manière. Et je voulais savoir en quoi est-ce la lutte contre l'extrême droite et pour l'écologie, c'est important dans l'antivalitisme. Bah, contre l'extrême droite, bon, voilà, ça paraît. Enfin, on sait que l'extrême droite n'a pas une politique sociale très, enfin voilà, en faveur des personnes les plus vulnérabilisées et les plus stigmatisées. Au contraire, et historiquement, elle a plutôt une politique de cibler ces personnes comme les fauteuses de troubles, les personnes à éliminer, que ce soit les personnes racisées, voilà, qui deviennent du coup indésirables et qui sont ciblées par tout un tas de politiques d'extrême droite, mais bon, qui ont malheureusement tendance à être banalisées. Mais évidemment, les personnes handies vont aussi être perçues d'autant plus dans ces politiques-là comme des fardeaux, comme des personnes qui abusent des aides sociales. Ça, c'est vraiment le fonds de commerce de l'extrême droite. Donc, clairement, l'extrême droite n'est pas connue pour s'intéresser justement à des politiques de solidarité, de comment on prend soin les uns une des autres. C'est plutôt comment monter les uns une des autres contre les autres et favoriser les plus voilà, ceux qui vont être les plus riches, les plus productifs, les plus blancs. Ouais, Donc, j'allais vraiment dire les plus blancs, parce que je pense que quand on parle d'extrême droite, de toute façon, il y a les liens entre la lutte antivalidiste et la lutte antiraciste, on peut pas ne pas les ah nommer. bah évidemment, ouais, Euh, c'est clairement voilà, des liens qui il va y sont. avoir... Enfin, pardon, je te coupe, Charlotte, en fait. Non, vas-y, vas-y. Enfin, je pense que quand on se projette dans un pays qui, en 2027, vire à l'extrême droite, on se projette aussi entre une scission qui va être faite entre les personnes handicapées blanches et les personnes handicapées racisées, parce que on voit que même le RN utilise le handicap comme cause aussi, voilà, dans les programmes, etc., en disant que, il y aura quand même des aides sociales, etc. Mais ces aides sociales, bon, déjà, après, on attend de les voir, on sait très bien que de toute façon, ça va pas tenir la route. Mais reste que c'est conditionné au fait d'être une personne handicapée, non immigrée, qui vit dans certaines conditions, etc. Et donc,
on ne peut que faire le lien aussi entre la lutte antivalidiste et ces sujets-là. Tout à fait. Merci. Et vous dites toutes les deux militantes anti-féministes. Du coup, j'aimerais savoir le lien qu'il peut y avoir entre le féminisme et l'antivalidisme aussi. Ça, c'est les dévalideuses qui doivent répondre. Charlotte? Après, le lien, c'est juste en fait créer un espace pour porter voilà, le vécu des personnes qui sont à la fois touchées par le validisme et à la fois par le sexisme. L'antiféminisme, pour moi, c'est ça. C'est réfléchir au vécu de ces personnes-là et de comprendre ce qu'elles vivent, de dénoncer les stigmatisations et les discriminations qu'elles subissent justement au carrefour de ces deux oppressions et vraiment comprendre la spécificité de ce croisement. Donc, Oui, pour moi, l'antiféminisme, c'est ça. parce que effectivement, il y a une spécificité dans le sens où peut-être que le sexisme envers les personnes valides sexisées est pas le même que celle envers les personnes valides handicapées. Bah non, non, bien sûr. Donc, c'est justement pour mettre en lumière ces vécus spécifiques que est né l'antiféminisme et c'est ce sur quoi il réfléchit, quoi. Mm. Est-ce que tu peux nous dire en quoi il y a quelles sont les particularités de ce sexisme-là? Bah, par exemple, bon, un des exemples les plus, voilà, les plus marquants, on va dire, qu'on utilise assez souvent parce qu'il est aussi la base de la création des dévalideuses, c'est quand même le constat que, par exemple, dans les luttes féministes, et notamment autour des questions de violences sexistes et sexuelles, il n'y avait pas de revendication par rapport à la situation des personnes handicapées, alors qu'on sait que c'est une catégorie les plus victimes de ces violences. Et du coup, quand on s'intéresse un peu à cette question-là, on voit en fait à quel point bah là, le validisme, donc bien sûr le sexisme euh, explique ces violences, mais on ne peut pas les expliquer juste avec le sexisme et comme le font les féministes valides en fait. C'est pas possible, on ne comprend pas en fait sinon la situation. Donc là, il est primordial justement d'y apporter une analyse antivalidiste et de comprendre en quoi justement les deux systèmes de domination se nourrissent l'un l'autre pour créer des situations spécifiques. Clairement, bah, la question des VSS sur les personnes handisexisées, c'est un peu compliqué d'en parler en 5 minutes, mais j'avais écrit un article sur mon blog Weebly dessus, justement. Et il y a tout un tas de phénomènes qui se produisent, qui sont vraiment le fruit de cette, bah, de cette rencontre entre validisme et sexisme. Voilà, par exemple, j'avais évoqué la notion de violeur, enfin, oui, de violeur bienfaiteur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est un phénomène qui est le fruit du sexisme et du validisme. C'est-à-dire que quand une personne handi va subir une agression, on va pas la croire souvent ou on va minimiser le fait que c'est une agression. Et au contraire, on va même renverser du coup les valeurs éthiques. Donc éthique, ça veut dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Donc si la personne n'avait pas été rendue, on aurait dit, bah, en effet, c'est mal ce que tu as vécu, c'est une agression, c'est puni par la loi, etc. C'est mal avec un grand M, quoi, au sens éthique du terme. Alors que là, le fait qu'elle soit handicapée, eh ben, va renverser cette situation et on va dire, mais en fait, peut-être que la personne, elle s'est intéressée à toi, justement. Toi qui dis souvent que personne ne s'intéresse à toi, que tu n'es pas désirable, que personne te regarde. Donc là, tu devrais justement être contente que quelqu'un se soit intéressé à toi. Donc en fait, c'est pour ça que du statut, enfin, de violeur, du coup, l'agresseur va devenir bienfaiteur parce qu'il va bah, être perçu comme quelqu'un qui s'est intéressé à une personne, bah, à laquelle personne ne voulait s'intéresser, justement. Donc ça, par exemple, c'est le fruit typiquement du validisme et du sexisme. Et voilà, il y en a d'autres, mais bon, si ça vous intéresse, vous pouvez lire l'article sur mon site. On Mais il va y le a faire. moi, je voudrais juste ajouter, bah, je travaille avec Laetitia justement des dévalideuses sur que d'ailleurs en plus Charlotte, t'avais pu voir aussi sur un validistomètre sur justement les relations entre personnes handi, entre elles ou entre personnes handi, personnes valides. On s'adresse notamment aux personnes handisexisées. Et il y a
Et en faisant un peu en essayant de centraliser tous les types de situations justement qui pouvaient être de l'ordre de la violence, qui pourraient concerner les femmes handicapées, on s'est vraiment rendu compte que déjà c'était difficile de les exposer, de les écrire en 2 phrases, etc. Parce que c'est vraiment des situations qui, je pense, dans l'imaginaire collectif, sont toujours considérées comme potentiellement du soin, parfois juste de l'aide, ou alors carrément de la bienveillance. Il y a toute une catégorie qui peut vraiment rentrer justement dans le validisme bienveillant et qui reste des rapports de domination et de la violence. Et en fait, je pense que, après, c'est pas, ce ne sont pas des chiffres, mais je veux dire, aujourd'hui, être une femme handicapée, c'est être confrontée à des situations de violence sans même, enfin, encore aujourd'hui, en n'ayant aucun moyen de pouvoir précisément les nommer, de pouvoir être défendue et entendue ou comprise. En plus, après, bah, dans les cellules d'écoute, etc., il y a même des numéros qui ne sont pas encore accessibles pour tous les types de handicap, etc. Et du coup, c'est vraiment des personnes handicapées qui se retrouvent totalement isolées. Et je rappelle qu'il y a encore quelques années, l'allocation adulte handicapé, elle était conditionnée au revenu du partenaire et elle crée des situations de dépendance aggravées, au-delà même du fait voilà, d'avoir besoin d'aide au quotidien, etc. Et c'est vrai que aussi les relations où il y a voilà, bah, une personne en couple avec une personne qui va l'aider, etc., ce qui est souvent le cas dans des cadres de couple handi-valides, ça crée encore une fois des situations qui peuvent être totalement inédites et qui sont tellement peu racontées et qui sont tellement peu connues que pour comprendre la scission à l'endroit où il y a de la violence, alors même que, et je me souviens que Charlotte, c'était toi qui disais ça il y a pas très longtemps, les conséquences psychologiques et psychiques sont de l'ordre du traumatisme après, enfin, sont les mêmes que dans les violences qu'on peut potentiellement répertorier sur voilà, les femmes valides. Ben, c'est inquiétant en fait. Il y a encore énormément de travail à faire là-dessus et il faudrait aussi que les collectifs et les associations féministes qui ne sont pas spécifiquement antiféministes s'en emparent, parce que c'est encore la population qui est la première victime de violences sexistes et sexuelles. Mm. Donc, C'est absolument terrible. Et c'est vrai qu'on manque de visibilité là-dessus, on manque de d'écho dans dans les médias mainstream, dans les associations féministes globales. Et mais en tout cas, il y a un début de mouvement grâce à vous, aux antiféministes qui commencent à émerger et qui j'espère va pouvoir mettre en avant ces luttes au sein des luttes féministes. En tout cas, c'est très dur tout ce que vous venez de dire, mais dans votre livre, il y a aussi des perspectives plus joyeuses qui sont abordées, notamment des mouvements de lutte qui ont obtenu des avancées sociales. Euh, et pour finir sur quelque chose de joyeux, est-ce que vous pouvez nous parler des Disability Pride? Disability Pride, pardon. ouais, mais il n'y en a pas encore en France, malheureusement. Mais on vous attend. En fait, ça émerge aux États-Unis. Enfin, je ne sais pas si Charlotte, tu avais envie de le dire. Non, vas-y, vas-y. Mais notamment à Boston. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, aux US, il y a tout un mouvement de Pride Handy. Déjà, le Disability Month, c'est le mois de juillet. Donc, juste après, en vrai, le mois des fiertés, qui est le mois de juin. Et il y a enfin, en gros, moi, je suis très attachée aux symboles parce que je pense que c'est des outils très utiles pour ben, se réunir. Et donc, il y a les Disability Pride qui sont organisés tous les ans. Il y a un drapeau aussi qui a été créé avec différentes couleurs qui représentent chacune un type de handicap différent, y compris des couleurs pour représenter les personnes handicapées, malheureusement, qui sont mortes à cause du validisme, etc. Euh, et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, c'est tout. Et le mois des fiertés Andy. Et en tout cas, je trouve que même, en fait, comme les réseaux sociaux ont aussi permis de démocratiser la parole de personnes, de plein de personnes handicapées qui auparavant n'apparaissaient pas dans les médias mainstream, on retrouve, je trouve, maintenant, pendant le mois de juillet, bon nombre d'activistes des pays anglo-saxons et beaucoup enfin, bon, maintenant, avec Trump, etc., enfin, c'est la catastrophe, mais en tout cas, de personnes américaines qui, pendant le mois de juillet, partagent énormément d'informations justement sur le mouvement des fiertés Andy, qui est aussi la continuité du mouvement CRIP, en vérité. Et, euh, et je pense que c'est des initiatives qui devraient être reprises en France. On arrive à se mobiliser, voilà, un peu, bah, justement, là, pour les 20 ans de la loi de 2005, c'était pas un mouvement anti-validisme, mais il y a quand même pas mal
de personnes handies qui sont descendues dans la rue. Et je me dis que ben, plus on va réussir à se réunir autour des questions antivalidistes, peut-être qu'on réussira aussi avec des alliés à créer des prides. C'est ça, Pourquoi pas? super. Ça fait envie. Voilà. Et c'était. Et Charlotte, il me semble, c'est terrible, genre je me dis des trucs que j'ai oubliés parce que là, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des interviews, mais il me semble que les premières Pride, c'était justement pour célébrer la ADA. On est d'accord? J'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais, je sais plus non plus. Faudrait qu'on En tout cas, revoie. c'était l'équivalent de la loi de 2005 aux États-Unis, Oui, qui bah aujourd'hui est après. mise en danger par Trump d'ailleurs, Hmm. mais et il me semble que la Oui, première oui, c'est Pride, ça. c'était un Hmm. mouvement post Ouais, je crois. légifération de la ADA. Hmm. Voilà. On va bientôt arriver à la fin de ce live, mais pour finir, j'avais préparé quelques questions un peu sans lien du tout, juste pour connaître un peu mieux. Euh, Sur ton compte Instagram, du coup, Cara Compassion, il y a des gens qui partagent des propos validistes ordinaires qu'on leur a tenus. Et j'aurais voulu savoir pour vous, quelle phrase on vous a le plus dit. Qu'est-ce qu'on vous a le plus dit comme, euh, comme slogan de compassion? Euh, Bah, aujourd'hui, je partage plus, enfin, on partage moins de phrases, mais en tout cas, dans le podcast, tout le monde en partage toujours une. Et j'ai une idée d'un truc que j'ai envie de dire parce que je suis hyper fière de moi. Parce qu'en fait, il faut aussi savoir qu'il y a certes les phrases que les gens disent, mais il y a aussi la réaction qu'on a en face. Et là, pareil, enfin, pour parler de quelque chose d'un peu plus personnel, et enfin, c'est important aussi d'incarner, je pense, la lutte. Mais je crois, enfin, moi, la plupart du temps, les phrases les plus fréquentes dans l'espace public de la part d'inconnus, ça va soit être ben, qu'est-ce qui vous est arrivé? Comme si il m'était forcément arrivé quelque chose. Euh, c'est d'ailleurs mon cas et j'ai absolument pas envie de partager l'événement le plus traumatisant de ma vie à un inconnu. Ou alors c'est souvent le fameux bon courage que tout le monde connaît si bien. Et ce dont je suis hyper fière, c'est que je pense que je suis passée d'abord d'une forme de complaisance à la base. Je pense qu'au départ, quand on me disait bon courage, je répondais merci ou j'essayais d'être toute mignonne, etc. Je pense qu'ensuite, je suis passée à l'indifférence, à essayer de genre juste me taire et faire abstraction. Et il y a 3 jours, on me l'a fait dans la rue. Je rentrais du restaurant avec un ami et j'ai lâché un énorme ta gueule. Et franchement, ça m'a fait un bien fou. Et je suis hyper fière parce que c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire il y a quelques années. Et franchement, ta gueule en fait. Voilà. Donc, ça, c'est pour ma phrase. Moi, si je peux intervenir, moi, quand on me dit bon courage, ou des fois on me dit essayez de passer une bonne semaine, essayez de passer une bonne journée, essayez de passer une bonne journée, Oui, vraiment. comme ça, elle est très dure. Et souvent, je dis, vous aussi, bon Ouais, courage. c'est vrai, moi aussi, je réponds souvent ça. Vous aussi, bon courage, vous aussi. Comme si c'était aussi, voilà, courageux d'être valide aussi. Euh, et toi, Charlotte, ce qu'on t'a dit le plus dans ta vie? Bah oui, le classique bon courage, ça c'est sûr que je l'ai eu assez souvent. Après, ça doit être dur d'être handicapé. Ou bah, les trucs qu'on a évoqués, hein, j'aimerais pas être à ta place, si j'étais à ta place, je sais pas ce que je ferais, ou voilà, ou moi, le jour où je suis en fauteuil, bah voilà, je préfère mourir, voilà, même des gens proches de moi qui peuvent dire ça. Des fois, j'ai l'impression qu'ils oublient du coup que je suis en fauteuil et que du coup, quand ils disent ça, bah, forcément, je me sens visée. Mais, mais voilà, du coup, c'est un peu les classiques, quoi. Et qu'est-ce qui vous révolte le plus aujourd'hui? Waouh. Putain, c'est quoi cette question? Ah, C'est désolé. dur Hmm, de choisir quelque chose qui... je Il y en réfléchis. a trop, il y en a trop, il y a trop de choses qui Ouais, il y en nous a beaucoup. révoltent. Bah, ce Bah, qui... après, juste l'actualité politique Oui. de ce début d'année 2026, c'est absolument catastrophique et je pense qu'il y a énormément de choses desquelles se révolter. Mm, La première chose auquel on pense, je pense que c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis avec ICE, etc. Mais bon, il y a toujours, enfin, il y a toujours les guerres, enfin, il y a plein d'actualités qui sont moins récentes, mais qu'il faut pas oublier. Donc, on va dire que notre sujet de révolte à nous, c'est l'antivalidisme, parce qu'on peut pas s'attaquer à tout. Mais
Mais d'ailleurs, pour rattacher peut-être ce qui se passe avec ICE à la lutte antivalidiste, je sais pas, euh, il y a aussi des personnes handies dont les proches aidants se font embarquer et emmener par ICE qui se retrouvent bah, dans des situations où elles n'ont plus personne pour les aider. Donc, enfin, c'est ce qui est en train de se passer aussi en vérité à des gens actuellement. Voilà. Donc, ça, par exemple, ça me révolte. Mais du coup, ça rejoint aussi la question voilà, d'avoir personne pour aider. Moi, je dirais s'il faut choisir un sujet antivalidiste en France, je pense que la question des MDPH, c'est quand même quelque chose enfin, qui me révolte au plus haut point. Et après, il y a voilà, aussi la question d'institutionnalisation, tout ça. Forcément, si on reste sur les sujets antivalidistes en France, je dirais ça, quoi. Et du coup, il faut aller voter au municipal Alors, et rendre. j'ai une personne qui a mis une question dans le chat. Est-ce que des personnes qui profitent d'une austérité ne pourraient pas se proposer ça en faisant par exemple leur communauté de manière bénévole? En faisant appel par exemple à leur communauté de manière bénévole. Proposer quoi? J'ai pas compris la Moi non question. plus, j'ai pas compris. Est-ce que les personnes Est-ce que des personnes qui... vas-y, Ouais. qui profitent d'une notoriété ne pourraient pas proposer ça? C'est-à-dire, Proposer quoi? voilà quoi? Je te demande. Théo, c'est la Disability Pride. La Disability Pride. Ah ouais, bah carrément, hein. Après, en fait, il y avait tout ce sujet aussi où c'est toujours compliqué aussi de demander à des personnes potentiellement à mobilité réduite de descendre dans la rue, dans un espace public inaccessible. Ça reste... Enfin, il y a aussi tout un questionnement sur comment on propose cette démarche-là, comment on crée des cortèges. Enfin, je pense qu'il y a aussi beaucoup besoin d'alliés. Donc, je pense que c'est pas une initiative qui peut être organisée uniquement par des collectifs ou des groupes de personnes directement concernées. Comme quand on va coller ou qu'on fait des actions, je trouve on est quand même globalement toujours accompagné. Euh, mais ce serait très chouette de le faire. Et aussi parce que je me dis que parfois, les collectifs antivalidistes, enfin là, par exemple, se sont réunis par rapport à la loi fin de vie pour créer ce front antivalidiste de gauche et que ce serait aussi chouette de se réunir autour de démarches un peu positives comme celle-là qui nous font du bien pour rendre aussi le militantisme joyeux. Donc, à méditer. Alors, Après, c'est important aussi ouais, de pouvoir proposer d'autres moyens. Parce que c'est vrai que c'est une réflexion qu'on a pu avoir et qu'on a encore, parce qu'elle est loin d'être achevée, mais de comment adapter le militantisme justement aux personnes handies, quoi. Parce qu'en effet, les actions classiques qu'on peut imaginer, genre manifestation, action coup de poing, etc., c'est pas forcément les plus adaptés pour nous. Donc, il y a aussi un travail de réflexion, en effet, sur comment adapter le militantisme, comment le rendre plus accessible aux personnes handies. Et c'est un sujet aussi qui fait des liens avec d'autres questions. Enfin, je me souviens qu'on avait discuté, par exemple, voilà, autant par exemple de la création d'Act Up ou de collectifs comme ça, avec des sujets qui sont assez similaires parfois. C'est-à-dire sur le fait de comment des personnes qui ne peuvent pas forcément être présentes pour défendre leurs droits physiquement, parce que malades, parce que, voilà, pour telle ou telle raison, bah, comment on fait pour défendre leurs droits quand même, et comment du coup un collectif peut s'organiser autour d'elles pour défendre ces droits-là. C'est une vraie question, je pense, que les collectifs antivalidistes, voilà, sur lesquels on essaie de réfléchir et qui est primordial, quoi, parce qu'en effet, on n'est pas toujours, voilà, on peut pas toujours être physiquement présente, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se taire pour autant, évidemment. Donc, comment on fait dans ces cas-là pour porter notre parole, en effet. Et je pense qu'il y a plein de manières aujourd'hui de relayer les paroles aussi hors manif, quoi. Donc, Mm. et c'est d'ailleurs des terrains, enfin, je veux dire que ce soit dans les médias, que ce soit sur, enfin, les médias traditionnels ou dans les réseaux, etc. Même enfin, sur les réseaux, pardon, ou dans la fiction. Enfin, c'est d'ailleurs une partie du livre dont on n'a pas parlé, mais j'ai l'impression quand même que on est une communauté qui essaye de plus en plus d'investir ces espaces
Et ça, c'est peut-être plus simple que de descendre dans la rue. Et en plus, aujourd'hui, il y a quand même des questionnements aussi sur est-ce que ça sert vraiment à quelque chose encore de descendre dans la rue? Donc, enfin, je pense que c'est déjà chouette aussi de créer du contenu, de faire communauté aux endroits où on arrive à le faire. Si vous étiez ministre, qu'est-ce que votre... Si vous étiez ministre. Désolée, je lis le sous-titre en même temps, du coup je me dis, oh là, on comprend rien. Donc, si vous étiez ministre, quelle serait votre première mesure? Votre... Si, moi je sais. Vas-y. De faire rentrer la désinstitutionnalisation dans la loi de 2005. Non. De Ça, je réformer le pense que MDPH. ouais, vraiment. Ça, Et ce puis, serait mettre en place la loi de 2005 aussi. Arrêter oui, de la reporter. la respecter, quoi. Mm. Et mettre des vraies amendes, pas de report, pas voilà, de circonstances atténuantes, etc. Juste. Cara, présidente. Je serai jamais élue. Pourquoi? Peut-être. Il y aura écrit ta gueule en énorme sur mon affiche de campagne. Moi, je voterai pour toi. Voilà. Déjà, il y aura une voix. C'est gentil. Donc, Mais après, je trouve qu'il y a aussi ce truc il y a un énorme gap entre justement, genre, être journaliste, autrice pour Charlotte Philosophe, etc., et être politique. Ouais, Et en c'est fait, la c'est des métiers politique, à c'est part entière, compliqué. et je trouve que souvent, on a l'impression que c'est aux personnes qui militent de proposer des solutions Mm. un peu abouties et concrètes. Mais je pense que c'est pas notre rôle et que nous, notre rôle, c'est vraiment de réussir à cibler le problème, le décortiquer, le pointer du doigt, potentiellement donner des perspectives théoriques de solutions. Mais après, pour appliquer cette théorie, c'est tout un métier, en fait, de réussir à les transformer en loi, etc. Et que moi, par exemple, je pense pas avoir les compétences pour. Puis Euh, après, c'est aussi à la société dans son ensemble de réfléchir à ces questions, pas à quelques militantes antivalidistes. Enfin, par exemple, quand on parle de la désinstitutionnalisation, souvent, on me demande bah, qu'est-ce que vous proposez à la place alors? Et, et justement, moi, je dis, mais en fait, nous, on propose rien. On dit que c'est un problème, on alerte, mais après, en fait, c'est un projet de société à penser ensemble. Qu'est-ce qu'on fait à la place? C'est pas à 10, 15 activistes antivalidistes de réformer la société. Donc, en fait, il faut aussi une véritable volonté sociale globale et évidemment une volonté politique ensuite de mettre ça en place. tout à fait. Il y a quelqu'un qui a dit dans le chat que le Handifest, c'est déjà un beau début pour un début de mouvement joyeux aux autres du handicap. Donc, effectivement, c'est vrai. Le Handifest, c'est donc un festival qui se passe à Montpellier, auquel tu as participé, Cara. Tu as enregistré un épisode de ton podcast, il me semble. Et en plus, oui, et en plus, c'était avec des alliés aussi. Bon, il y avait pas mal d'humoristes parce que ça a été fait par Dear Valid People. Mm. Et chez Dear Valid People, il y a Damien qui est stand-upper. Et donc, je pense qu'il avait aussi hyper envie de créer un événement aussi avec de l'humour. Et, euh, et donc, on avait des alliés humoristes. L'espace était très chouette à Montpellier. Puis, il faisait beau. Et c'était la première édition, il me semble. Donc, c'était pas encore, voilà. Hyper connu. Je pense qu'il y aurait pu avoir encore plus de monde, mais j'espère vraiment qu'il va y avoir une édition parce qu'il y avait des ateliers. Enfin, franchement, c'était vraiment hyper complet et hyper chouette. On Et viendra, on viendra, hein, on 100% viendra. accessible. Donc allez à l'Handifest. Donc, C'est trop chouette. clairement, tous les gens dans le chat, on se retrouve à l'Handifest. Voilà. Voilà, on se voit là-bas. Et Théo, Davy dit qu'il y a aussi le handicap. Ah non, je ne sais pas, mais... Ah, moi, je connais pas. Peut-être non plus. si on peut avoir un lien, on Tu pourrait aller connais voir. Charlotte? Handicap? J'ai pas entendu, Le désolé. handicap, Handicap. ce serait un Ah non, festival à Nantes. regarde. Non. Il y a Cara qui demandait, il y a Clem, pardon, qui demandait si tes livres étaient disponibles en audio. Alors, de chair et de fer, oui. Mhm. Il est disponible sur les bibliothèques sonores, si je me trompe. Ouais, c'est ça. Sur les bibliothèques sonores. Oui, il y a aussi Lapin, Jardin, non, Mano, pardon, j'ai du mal à lire, je suis désolée. Il y a quelqu'un qui a dit qu'effectivement qu'il était disponible. Est-ce que peut-être que plus tard, plutôt vivre, pardon, sera disponible, je pense. Bah, on espère, on espère. On a fait des demandes, en fait, pour que ce soit notre éditrice a fait des demandes pour que ce soit fait, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas.
En tout cas, je pense que ça viendra parce que De chair et de fer est disponible maintenant en livre en poche. Donc, avec le Mm. temps, s'il y a beaucoup de monde qui l'achète, qui l'acquiert, peut-être qu'il y aura de plus en plus de versions. Donc, on attend plutôt vivre en livre de poche, bien sûr. Bah, c'est ça le truc, hein, c'est que dans la société capitaliste dans laquelle on va pas se mentir. Et malheureusement, pour que le format soit souvent démultiplié sous divers formats, du coup, bah, ouais, il faut que les entreprises qui se chargent de la retranscription, des choses comme ça, y trouvent aussi leur compte. Donc forcément, on est confronté à des logiques monétaires également. Donc, Du coup, pourquoi je dis du coup? Pour chaque question, j'ai du coup. Alors, c'est vraiment notre français. Les Québécois, ils nous appellent les du coup. Donc, par conséquent, est-ce que vous avez des recommandations anti-valides à nous faire? Des recommandations d'œuvres, de podcasts, de livres, de films, de tout, n'importe quoi? Hmm. Bah, là, moi, je suis en train de préparer un atelier de médiation sur l'audiovisuel et le védisme. Du coup, je suis en train de répertorier aussi des ressources. Bon, c'est le début. Un truc très récent, je sais pas ce que ça va donner. Enfin, j'essaye de faire au plus récent, là, ce qui va sortir là. Pour culture voilà, mainstream, pop culture et tout, LOL 2, il y a un acteur Andy. J'ai l'impression qu'ils ont un peu essayé de copier Isaac de Sex Education. Je sais pas ce que ça va donner à la française, mais moi je me suis dit que j'allais quand même aller voir au cinéma pour voir ce que ça donne comme représentation. Donc bon, ça sort, mais je crois que ça sort littéralement demain, donc en fait c'est le moment pour le dire. Mais je trouve ça très chouette parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit bon bah, enfin ça reste un film grand public qui va sortir au ciné et là on a un vrai acteur Andy qui très certainement a un rôle intéressant. Enfin il est dans les têtes d'affiche. Euh, Après il y a toujours les séries qu'on recommande nous. Enfin à chaque fois on parle des mêmes séries, mais c'est toujours 1m20. 1,20 m, De moins connu, il y a Late Commerce. Late Commerce. Mais d'ailleurs, elle est plus, il me semble, parce que justement, j'essaie de retrouver des passages là pour préparer ma médiation et je ne la trouve plus disponible sur Arte. Donc, à voir s'il y a des sujets de je sais pas pourquoi. Mais si quelqu'un la trouve quelque part, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Elle est vraiment très bien et c'est deux séries qui ont été du coup co-construites avec des personnes concernées. Euh, Bah, Sex Education, en vrai, pas mal, franchement. Vraiment pas mal en série. Et après, en film. Bah, je trouve que, je sais pas si enfin, dans le livre, nous, on a un peu essayé de donner les recommandations quand on avait des choses qui étaient Mm. vraiment qualitatives enfin, pas pleines et parfaites, mais quand même qui étaient construites avec des personnes concernées, avec des personnes concernées à l'écran, etc. Après, je trouve qu'il y a des films qui, par-ci, par-là, en France, qui ont enfin, je veux dire, par exemple, pour moi, patient de grand corps malade, tout n'est pas à jeter à la poubelle. Enfin, c'est quand même l'histoire d'une personne concernée. Malheureusement, l'acteur est un acteur valide, donc c'est fatigant, mais je pense qu'il y a aussi des ressources. On en est encore à une période de transition, donc parfois il y a des ressources qui remplissent certains critères et pas à tous. Et il y a une association qui s'appelle Retour d'image, qui pour le coup, par contre, répertorie vraiment des contenus chouettes, avec des bonnes représentations. Il y a même des fiches de lecture sur même des films beaucoup plus anciens. Euh, Comment il s'appelle ce film? Freaks, Mm. C'était par proposé dans exemple. le chat. Voilà. Le documentaire Creep Camp aussi, qui est très bien. Il y a aussi le documentaire euh, sur Netflix aussi, sur les luttes dans Ah les oui, années 80 au euh, Royaume-Uni. il y a un prénom Quand... dedans, Bah, en c'est... fait, la traduction française, il y a deux Oui. prénoms, mais ça n'a rien à voir avec la traduction, Mm. enfin, avec le titre original. Mais c'est Quand Barbara rencontre Alan, ou un Oui, truc c'est comme ça. ça. Mm. Ouais. Je connais pas. Il est Ça super. aussi, ouais, c'est pas mal. Après, il y a tout un tas de blogs. Voilà, ça dépend aussi. Et les livres aussi. Ouais, voilà, de ressources. C'est vrai que c'est un peu ce qu'on avait essayé de faire dans Plutôt Vivre. C'était vraiment de recenser aussi un peu toutes les ressources qu'il peut y avoir autour de ces questions-là et suivant aussi certaines thématiques
voilà, par exemple sur l'écologie, sur les luttes antiracistes, sur les luttes féministes. Forcément, si vous vous intéressez plus à tel ou tel sujet, il y a diverses ressources. Voilà. Sur la question de la parentalité, le livre de Souchina, Voilà, c'est ça, sur les les questions de antiracistes, le blog d'Elijah Jae. Voilà, il y a plein de choses. C'est difficile de. J'aurais dû demander une seule chose. En fait, j'aurais dû demander une recommandation. Ça aurait Ah, été plus bon. facile. Mais en vrai, dans le livre, non, et pour le coup, je trouve que c'est bien parce que comme le livre, il est quand même assez simple, c'est une porte d'entrée. Et après, le but, c'est qu'à la fin, on a donné plein de ressources pour aller Mm, plus loin sur Mm, tous les sujets qu'on a cités. Donc, en fait, il y a tout à aussi des fait. podcasts, il y a plein de choses. Enfin, ouais. Et on va finir parce que ça fait tellement longtemps maintenant qu'on est en ligne que l'enregistrement s'est arrêté. Il n'y avait plus de place sur le disque. Du coup, une dernière question. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Parce qu'on était en général. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait du bien? Écrire, je dirais. Hmm. Voilà, c'est écrire sous diverses formes d'ailleurs, hein. Pas que de la philosophie, même si ça fait aussi partie de ce que j'aime écrire, mais aussi de la poésie, de la littérature. Voilà, je trouve que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire et que je trouve voilà, très. Ouais, qui fait du bien pour justement exprimer ce qu'on ressent, dire ce qu'on a à dire. Mm. Je suis d'accord. mm, Est-ce ouais, que- je suis un peu d'accord là-dessus. Enfin, moi, je pense que de toute manière, toute pratique artistique ou créative fait beaucoup, beaucoup de bien et qu'on a de la chance d'avoir quand même des activités ou des métiers où on peut retrouver dedans. Enfin, du moins, moi, je sais que je fais un métier qui me plaît et qui me fait du bien. Et en plus, ben, bon, après, je veux dire, on ne parle pas d'antivalidisme parce que ça nous fait plaisir, mais au moins, on a l'impression d'être utile et je pense que ça nous fait aussi peut-être du bien d'avoir l'impression d'essayer de faire un peu bouger les choses. Euh, et sinon, après, plus globalement, moi, je dirais mes proches, le cinéma. Essayer de penser à autre chose aussi. Super. Bah, merci beaucoup. Merci énormément d'être venu pour ce premier live qui était plein de problèmes, d'embûches, mais on a réussi à le faire. Bah, merci à toi, Et oui. merci à Clem d'avoir été là, d'avoir aidé beaucoup, Mm. et d'avoir été dans le chat. Et merci à tous les gens dans le chat d'avoir posé des questions et d'avoir été très présents. Merci beaucoup. Et bah voilà, maintenant, on va voir la suite. Si les gens commencent à s'investir plus dans l'antivalidisme grâce à vous. Voilà. Merci Avril. Merci. Eh bien, Ouais, merci bonne soirée beaucoup tout le pour monde. l'animation. Salut. Salut.